D'abord, ma première impression, c'est un exercice qui est assez original et assez caractérisé, avec une idée claire d'une démarche et d'une stratégie particulière. C'est une prospective d'interrogation, d'exploration. C'est pas une prospective de prescription, ni pour faire ce qu'on appelait jadis des scénarios contrastés, c'est-à-dire on pose a priori l'image à laquelle on veut arriver, et puis ensuite on voit le chemin qui pourrait y conduire, ce qu'on appelle maintenant du backcasting. Donc c'est ni ça, ni des experts super compétents qui débarqueraient et qui diraient tout ce qu'il faut faire. C'est un travail collectif, et je crois que c'est doublement pertinent, d'abord parce que on ne décolle pas trop, on sait de quoi on parle d'une région, on parle de branches d'activité, on parle de professionnels, et en même temps ça veut dire que collectivement les acteurs qui participent, et la réunion d'aujourd'hui y contribue, s'approprient la démarche et peuvent à la fois la poursuivre ensemble et puis en tirer les leçons et contribuer aux actions qui s'en suivront s'il y en a. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en consensus. Il y a des questions incertaines, il y a des points de vue différents, il y a des intérêts différents. Ne nous cachons pas, dans le système de transport, il y a des contradictions. Quand on vend quelque chose, on voudrait que ce soit cher, et quand on l'achète, on voudrait que ce soit bon marché. C'est aussi bête que ça. Donc toute sous-traitance, et Dieu sait s'il y en a, est aussi un lien à la fois de coopération et de concurrence ou de conflit, si vous voulez. Mais ce que j'ai apprécié dans le travail, c'est qu'il est ancré sectoriellement pour aller au-delà d'un discours très général sur la logistique. Il n'y a pas une logistique, il n'y a pas des tendances uniformes et universelles. Selon les activités, selon les territoires, les problèmes sont différents, les solutions sont différentes. On verra d'ailleurs dans les conclusions que c'était d'autant nécessaire que les solutions sont souvent collectives. D'ailleurs, vous en avez fait, si j'ai compris, le thème d'une des tables rondes explicitement, la coopération entre acteurs. Et surtout dans une région comme la vôtre, qui effectivement a ses forces et ses faiblesses, si on veut surmonter les problèmes, c'est par un jeu collectif. Et on sait qu'une chaîne logistique, c'est compliqué, surtout si elle est multimodale, surtout si on veut la mutualiser, y associer plusieurs chargeurs. C'est tellement plus simple de commander un camion. Corvéable à merci et disponible demain. Donc, dès qu'on veut des solutions alternatives, c'est beaucoup plus complexe. Il faut des gens pour réunir, des gens pour animer, des gens pour dégager des consensus. Mais je crois que c'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Alors, vous commencez par un état des lieux, avec une analyse critique de la situation, les forces, les faiblesses, la situation géographique périphérique, évidemment. Vous insistez sur le fait que l'économie régionale, elle est structurée par quelques grandes branches, bien sûr agricoles et agroalimentaires, avec tout ce qu'il y a en amont et en aval, depuis la fourniture du soja jusqu'à la grande distribution. Mais il y a aussi les matériaux de construction qui sont importants ici comme ailleurs. Je vous rappelle qu'à l'échelle nationale, la moitié des tonnages transportés, non pas en tonnes-kilomètres, mais en tonnes, ou un peu moins de la moitié, c'est des matériaux de construction quand même, donc ça reste considérable. Et puis vous distinguez les différents modes de transport, et vous le savez bien, vous le dites, le chemin de fer n'est pas particulièrement fort en Bretagne, et donc vous en faites un axe à la fois de réflexion, de diagnostic et de proposition. Et même à l'intérieur du mode routier qui est dominant, vous remarquez que le compte propre joue un rôle important, peut-être plus important qu'ailleurs. Et donc, vous identifiez sur cette base d'état des lieux. Je me permets une critique à ce moment-là, ou plutôt une proposition, mais sans aller trop loin dans le détail, parce que ça ne sert à rien, et puis on n'en a pas le temps, mais quelques éléments, on dit maintenant benchmark, pour dire comparaison interrégionale. On caractérise mieux une région quand on la compare aux autres régions françaises, sur quelques indicateurs simples. Je crois que ça aurait conforté, ou peut-être précisé, ou validé votre diagnostic, car vous avez vraiment l'objectif d'avoir un diagnostic et une orientation étroitement associés à la région et à ses particularités. Mais du coup, c'est mieux de se différencier des autres pour voir qu'est-ce que vous avez en commun avec, je sais pas quoi, l'Occitanie ou la région Grand Est ou les Hauts-de-France. Vous identifiez quelques grandes questions, quelques grandes tendances. Quels sont les flux d'échange? Vous observez d'ailleurs que la grande majorité des flux, elle est intra-régionale ou avec les régions voisines, ce qui n'est pas original, c'est vrai partout, mais il faut le dire parce que, y compris les gens de meilleure volonté, ils voient toujours les camions entre la Suède et le Portugal. Mais en Europe,
Par la route, plus de la moitié des tonnages sont transportés à moins de 50 km. Et encore dans ce chiffre, on ne compte même pas les véhicules utilitaires légers, les camionnettes en un mot, qui en général circulent à des distances moins longues. Donc le transport est encore resté foncièrement local. Ça n'empêche pas qu'il y ait un marché unique européen et qu'il y ait une ouverture interrégionale, internationale, évidemment, mais vous le dites. Vous identifiez des faits de société importants, l'évolution de la consommation, des modes de consommation. Les modes de consommation, c'est aussi des modes de distribution, donc tout l'appareil commercial et son alimentation logistique. C'est l'étalement urbain, c'est peut-être aussi le vieillissement de la population, c'est les effets du Covid qu'il faudra qu'on analyse un jour, car ça va laisser des traces. Le télétravail, si il continue d'occuper 20-30%, c'est un changement considérable d'organisation, avec des aspects positifs et des aspects négatifs, très différents selon les gens, leurs conditions de vie, leurs compétences professionnelles, leur place dans l'entreprise ou dans l'administration, etc. Voilà. Vous insistez sur le rôle croissant, évidemment, des nouvelles techniques de l'information, avec une table ronde qui va venir là sur l'automatisation, mécanisation. Je crois que vous avez raison. Et voilà. Et bien sûr, ici comme ailleurs, le souci de réduire l'empreinte carbone. Et là, je poserai une nouvelle question. Vous dites très justement, et c'est très important, que la Bretagne a une logistique endogène. C'est une caractérisation qu'on avait déjà établie avec mes amis du bureau d'études Samarcande, par exemple, il y a quelques années, mais je crois que c'est foncièrement vrai. Mais du coup, est-ce que la prestation logistique est endogène aussi? Est-ce que les grands prestataires sont présents comme ailleurs ou moins qu'ailleurs? Est-ce que les grands investisseurs en immobilier logistique sont présents moins ou plus qu'ailleurs? Je crois que c'est aussi une façon de préciser un peu le tableau et les marges de manœuvre et les jeux d'acteurs qu'il faudra déclencher pour progresser. Voilà. Alors, ensuite, vous identifiez des réponses et des défis majeurs en vous souciant précisément de distinguer ce qui est général, ce qui touche la Bretagne, mais aussi le reste de la France ou de l'Europe, voire même des tendances encore plus larges, et puis ce qui est spécifique à votre territoire. Et donc, je crois que c'est ce qui est, tous ces éléments ont nourri votre première journée d'atelier, avec l'économie bas carbone, l'efficacité logistique, l'économie circulaire, la sortie du tout routier, vous aviez tous ces thèmes-là très riches, l'évolution des modèles de consommation, y compris est-ce qu'on va manger autant de viande demain qu'aujourd'hui quand on est une région d'élevage, ça importe, et puis est-ce qu'on voudra que les bœufs, les vaches mangent du soja importé ou OMG ou pas, c'est des choses qui vous importent à moyen et long terme, et vous avez raison de vous poser la question. Et puis, est-ce qu'on peut mieux intégrer l'Ouest au grand flux, le mieux raccrocher aux corridors interrégionaux, internationaux? Voilà. Alors aujourd'hui, donc, sur cette base-là, on est dans la deuxième journée d'atelier. Elle devait se tenir, je crois, en décembre en présence, mais ça n'a pas été possible. Donc, on l'a fait maintenant et à distance, avec des objectifs ambitieux, par exemple, se diriger vers un système de transport beaucoup plus diversifié, qui ne soit pas du tout routier, mais du coup, plusieurs solutions, une solution particulière qui ne serait pas valable ailleurs, etc. Donc, une diversification des sources d'énergie, des modes d'organisation, des opérateurs, des organisateurs, surtout si on veut regrouper et mutualiser. Je dirais du reste que ces questions-là, la Bretagne en est porteuse depuis assez longtemps, car j'avais eu la chance de présider le conseil scientifique qui avait préparé la conférence nationale logistique de 2015, qui, entre nous soit dit, n'a rien donné. Il a fallu attendre cette année pour qu'une plateforme France Logistique se mette en place et qu'elle surmonte l'obstacle que la conférence nationale de 2015 n'avait pas surmonté, à savoir la bonne liaison avec le politique. Et on a eu cette année, pour la première fois en France, un conseil interministériel entièrement dédié à la logistique et qui a fait des propositions d'action. Je crois qu'il faut encore progresser, je crois qu'il manque, alors ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer, un observatoire de la logistique à l'échelle nationale. J'ai fait des propositions, non pas pour créer une institution de plus, ce n'est pas tout à fait la mode, mais pour mettre en réseau les observatoires régionaux, le vôtre à l'évidence, qui ont beaucoup de choses à se dire, plus les données de l'administration, des universitaires, des fédérations professionnelles dans certains cas,
Je crois que le matériau existe, il faudrait simplement le regrouper, progressivement l'harmoniser. Enfin bon, c'est pas de vous que ça dépend, mais je pense que c'est une idée intéressante. Donc, premier objectif, un système de transport plus diversifié. Bien sûr, le zéro carbone, mais comment? On a une stratégie nationale bas carbone qui voudrait arriver à une neutralité en 2050. Ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus de gaz à effet de serre, y compris le transport, qui rentre pour 30% des émissions françaises. Je vous rappelle donc que ce n'est pas rien, mais qui n'en émet pas plus que les puits d'absorption du carbone ne peuvent en recueillir. Donc, il y a les plus et les moins. Il faut que plus et moins fassent zéro. Donc, il faut que le transport réduise considérablement. Et ce n'est pas facile. Alors là, il est clair que pour l'instant, on n'a pas une conclusion évidente et unanime. Bien sûr, la technologie doit jouer un rôle important et elle a des ressources. Et on voit bien que, par exemple, il y a 10 ans, quand j'écrivais des prospectives des transports, l'électrification semblait une belle idée d'ingénieur, mais encore à très très long terme. Aujourd'hui, on passe à l'échelle industrielle avec une sorte d'accélération que, j'avoue, à l'époque, nous n'avions pas envisagé. Donc, il ne faut pas être forcément pessimiste. Et parfois, il y a des accélérations dans le progrès. Mais pour autant, il faudra prendre peut-être, je crois d'ailleurs, le progrès technique n'y suffira pas. C'est le volume même des marchandises, je ne parle pas des voyageurs, ce qui est une autre question encore, à transporter, qu'il faudra peut-être réviser à la baisse. Et ça, c'est une des révisions qui peut être beaucoup plus difficile à accepter. C'est nos modes de vie, de consommation. C'est la géographie économique aussi qui peut s'en trouver remise en cause. Donc un énorme chantier. Mais je pense qu'il faut avoir en tête la notion de découplage qui avait été lancée par la Commission européenne en 2001 pour son livre blanc sur les transports, qui avait été très critiqué à l'époque. Voilà bien une idée de bureaucrates de Bruxelles qui veulent étouffer l'économie, etc. Mais je crois que le découplage, il faut le considérer en 4 composantes. Est-ce qu'on veut transporter moins de choses? C'est des tonnes. Est-ce qu'on veut transporter moins de tonnes-kilomètres? Ce qui nous donne une deuxième variable d'ajustement qui s'appelle les distances de transport. Trouver des fournisseurs ou des clients un peu moins loin. Peut-être aller jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui circuit court ou économie circulaire. Ou est-ce qu'on veut faire moins de trafic, c'est-à-dire de véhicules kilomètres? Auquel cas, c'est plus des tonnes kilomètres, c'est des véhicules kilomètres. Donc on peut jouer sur l'efficacité logistique. Mieux remplir des véhicules plus grands, qui ont moins de parcours à vide, etc., etc. Ou passer d'un mode léger à un mode lourd, passer de la camionnette au poids lourd, du poids lourd à un paquet de poids lourds à un train. Et puis enfin, et dernière composante, est-ce qu'on veut non pas diminuer le transport, mais les nuisances du transport? Donc économiser l'énergie et ou modifier la source de l'énergie et donc consommer des énergies moins émettrices de gaz à effet de serre, passer au gaz naturel, et puis demain au biogaz, et puis après-demain peut-être à l'hydrogène, sans oublier l'électricité, à condition que, évidemment, cette électricité soit verte. Si c'est une électricité à base de houille ou de lignite, ce n'est pas tout à fait un progrès pour l'environnement, chacun le sait. Voilà. Et donc, vous insistez aussi, vous avez raison, sur les enjeux fonciers, car la logistique, c'est à la fois des flux, des infrastructures, du transport, mais aussi la moitié de la logistique et de sa valeur ajoutée et de ses emplois, et des emplois statiques qui se déroulent dans des sites, dans des bâtiments, regroupés ou pas regroupés. Pour ma part, je suis partisan depuis très longtemps de ce que j'appelle d'un très vilain mot la plateformisation de la logistique, car je crois qu'au lieu de miter le territoire avec des entrepôts un peu au petit bonheur des opportunités foncières, etc., les regrouper dans des zones adéquates, ça permet à la fois de limiter les dégâts, je dirais, de faire pourquoi pas une architecture de qualité, d'avoir des bons branchements aux infrastructures lourdes et non pas traverser des zones résidentielles, infrastructures routières, mais aussi chaque fois que c'est possible, ferroviaires ou bord à quai si on est dans un port maritime, etc. Mais aussi le regroupement dans des plateformes permet d'assurer et pour les entreprises et pour les salariés des services que des implantations isolées ne peuvent pas se permettre. À commencer par exemple par une équipe de pompiers 24 heures sur 24, mais aussi des services pour les salariés. Les entreprises chez vous comme ailleurs se plaignent d'avoir du mal à recruter.
les métiers logistiques manquent d'attractivité, comme on dit. C'est vrai, il n'y a pas de secret entre nous. Les conditions de travail ne sont pas toujours les plus confortables et les salaires ne sont pas toujours les meilleurs. Et si en plus il faut avoir une automobile et venir à ses propres frais en voiture parce qu'on est en horaire décalé et qu'il n'y a pas de transport collectif, évidemment, alors je sais qu'il y a je suis partisan évidemment de l'emploi logistique, y compris pour le fait que la logistique est devenue une des rares industries capables de donner du travail avec des gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes. Et c'est très important. Tous nos concitoyens ne sont pas à bac plus 12. Et ils ont droit à un emploi, un statut, à un revenu, etc., etc. Et la logistique est créatrice d'emplois. Peut-être qu'on va en parler aussi avec l'automatisation. Est-ce que l'automatisation des entrepôts va supprimer un jour ces emplois? Mais à supposer que ce soit vrai, ça prendra longtemps. Donc je pense qu'on aura encore beaucoup d'emplois logistiques. Donc la question foncière, faut-il ou non un hub breton sorti de l'agglomération de Rennes, où il est, semble-t-il, d'après ce que vous dites vous-même, un peu étouffé? La question s'est déjà posée ailleurs. Je me rappelle à Lille, il y a 20 ans, il y avait un chantier de transport combiné en plein cœur de la ville qui a fini par en sortir et créer d'ailleurs la plateforme multimodale de Dourges, au sud de Lille. Ça a pris 15 ou 20 ans, mais c'était un projet stratégique qui a débouché. Voilà. Et vous entendez bien sûr parler de zéro artificialisation des sols, etc. Est-ce que la logistique peut être, mais il faut l'y aider peut-être, une des industries capables le mieux de reprendre des friches, et au lieu de construire dans du neuf et puis laisser derrière soi des friches inutilisées, reconquérir ces terrains abandonnés? Est-ce qu'on verra un jour en France, comme on le voit déjà bientôt, souvent, bien sûr au Japon, pour des raisons très évidentes de rareté du sol, des bâtiments logistiques verticaux pour faire de la densité, pour partager la charge foncière, que sais-je? Et je pense que vous concluez aussi sur la nécessité d'une planification territoriale de la logistique à plusieurs échelles. Les professionnels de la logistique urbaine maintenant sont convaincus qu'ils ont absolument besoin de discuter avec les élus, et réciproquement, si vous gérez une ville ou une agglomération, il faut qu'il y ait un chapitre logistique dans votre politique urbaine, et que les professionnels et les politiques, ce n'est pas les mêmes gens, mais il faut qu'ils se causent, et chacun dans sa logique, il dégage des axes de coopération, mais c'est nécessaire en termes aussi de planification spatiale et de planification à l'échelle des métropoles, des départements et de la région. Voilà, et je m'arrête. Je crois que donc, vous avez fait un parcours très riche, avec beaucoup d'éléments de diagnostic, de propositions. La réflexion à long terme n'est pas encore arrivée à ses conclusions, loin s'en faut. Mais les 4 thèmes que vous avez choisis, relier la Bretagne aux grands flux internationaux. Deuxièmement, la mutualisation, la coopération entre les acteurs comme condition nécessaire de progrès. Troisièmement, la logistique urbaine, le commerce en ligne et les transformations correspondantes. Et enfin, automatisation, mécanisation et des véhicules et des entrepôts. Je crois que on n'épuise pas la prospective avec ces 4 thèmes, mais à l'évidence, ce sont des thèmes très, très riches, très lourds, et je pense que c'est bien d'en débattre.